Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée aux partis politiques. Le dossier du jour, l'engagement des jeunes en politique, et au sommaire également de cette émission. L'Union africaine cherche de nouveaux financements. 70% de son budget vient en effet de l'extérieur. L'institution panafricaine souhaite aujourd'hui être autonome. En Tunisie, on connaît la composition du nouveau gouvernement, une large coalition dominée par le vainqueur des législatives, le parti Nida Tounes, mais comptant aussi de représentants de son rival, le parti islamiste Ennahda. Et en troisième partie, focus sur la Libye. Selon les prévisions du FMI, le Fonds monétaire international, le pays enregistrera en 2015 le plus haut déficit du budget parmi les pays exportateurs de pétrole. Et nous évoquerons également le cas de plusieurs dizaines d'enfants enlevés récemment en Côte d'Ivoire. Un climat d'inquiétude s'est installé dans le pays. Alors, qui enlève ces enfants, mais surtout, pourquoi? Face à cette situation, le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Balayoko, a annoncé la mobilisation de 1500 agents des forces de sécurité. Ils sont avec nous pour en parler. Notre invité, journaliste, monsieur Camara. Bienvenue, monsieur Camara. Merci beaucoup. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira, et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Et Samuel Gembok. Samuel, bienvenue. Bonsoir Amira. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Pour jouer pleinement son rôle, l'Union africaine doit mobiliser chaque année 522 millions de dollars pour son budget de fonctionnement, auquel s'ajoutent 750 millions de dollars pour les opérations de maintien de la paix prévues en 2015. Alors si 70% de son budget vient de l'extérieur, l'institution panafricaine veut désormais être indépendante et autonome. Elle se fixe comme objectif de financer elle-même 65% de ses dépenses dans un délai de 5 années. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été annoncées et c'est Ibrahim Ndiaye qui nous dit lesquelles. Le rôle de l'Union africaine dans la consolidation de la paix sur le continent en matière de politique de développement socio-économique et culturel est d'une importance capitale. Toutefois, pour faire face aux nombreux défis de développement, l'institution panafricaine a plus que jamais besoin de ressources financières et humaines. Il y a 15 ans, alors que nous entrions dans le nouveau millénaire, l'Afrique se voyait confrontée aux nombreux défis du XXIe siècle. En tant qu'Africains, nous avons choisi de voir le début de ce millénaire comme le début d'un centenaire pour le continent. C'est ainsi que nous devons être avertis des nouvelles menaces auxquelles sont confrontés l'Afrique et le reste du monde. Terrorisme, insécurité, changement climatique, alors que les pays de l'Est, le Mozambique, le Malawi et la Zambie viennent d'être frappés par de violentes inondations. Nous regrettons les pertes humaines et les destructions dans ces États, mais ces catastrophes soulignent l'urgence des défis liés au changement climatique. Le terrorisme et en particulier les agissements de Boko Haram contre nos peuples, leurs crimes épouvantables, leur destruction, leur kidnapping en série font de ces insurgés une menace pour notre sécurité collective. Plus de 70% du budget de l'Union africaine vient de l'extérieur. L'Union africaine finance elle-même 28% des 522 millions de dollars de son budget de fonctionnement, auquel s'ajoutent 750 millions de dollars pour les opérations de maintien de paix prévues en 2015. Cette question du financement revient chaque fois comme ça, comme un serpent de mer, puisque l'Union africaine est financée en gros par les partenaires extérieurs et très peu par les pays africains eux-mêmes. Il y en a qui sont même en retard de paiement de leur contribution, de leur cotisation à l'Union africaine. Donc il faut déjà que la plupart des pays se mettent en règle par rapport au budget de l'Union africaine avant de compter sur les Nations Unies, sur l'Union européenne ou sur la Chine ou le Qatar qui sont des partenaires extérieurs qui contribuent au budget de l'Union africaine. L'Union africaine se fixe comme objectif de financer 65% de ses dépenses dans un délai de 5 ans à partir de 2016. Pour joindre l'acte à la parole, l'institution panafricaine souhaite désormais la mise en place de nouvelles taxes. Elle propose aux 54 États membres de mettre en œuvre une taxe de $2 sur les nuits d'hôtel, $10 pour les billets d'avion pour les vols en partance ou à destination de l'Afrique. Ces mesures devront permettre de mobiliser 730 millions de dollars par an. Autre mesure, une taxe de $0,005 par SMS échangé sur le continent pour récolter 1,6 milliard de dollars par an.
Monsieur Camara, l'Union africaine est financée à hauteur de 72% par des donateurs étrangers. C'est énorme. Totalement énorme. Et c'est là où il faut rendre hommage à l'Algérie qui a toujours payé sa cotisation. Qui a même payé pour certains pays africains qui refusaient de payer leur cotisation. Les Africains doivent être conscients qu'aussi longtemps qu'ils n'arriveront pas à financer les structures de l'Union africaine, ils seront toujours ridicules. Nous pensions qu'en créant l'Union africaine, que l'Afrique allait s'assumer par la rigueur, par ce que j'appelle une vision monétaire, et que c'est comme ça, à mon avis, qu'on ira vers plus d'indépendance. Et il faut saluer l'Union européenne qui a toujours contribué à payer une bonne partie les salaires des fonctionnaires de l'Union africaine. Je trouve tout cela assez gênant pour nous autres Africains. On ne peut pas avoir autant de matières premières et ne pas savoir gérer ça au bénéfice du continent. Donc, une fois de plus, avec énormément de modération, j'espère que nous allons prendre conscience et que nous allons organiser le financement de l'Union africaine. Oui, parce que Samuel, ça pose problème, cette institution créée par des Africains pour des Africains qui peine à se financer elle-même. Absolument. Le problème est d'autant plus inquiétant que l'autonomie financière confère à l'institution une autonomie politique et une marge de manœuvre importante pour la réalisation de ses projets. À partir du moment où le budget de fonctionnement, parce qu'il faut aussi catégoriser les poches de financement de l'Union africaine, il y a le budget de fonctionnement, il y a le budget consacré au programme de développement, ensuite le budget consacré aux opérations de maintien de la paix. Même le budget de fonctionnement, qui doit être en principe financé à 100% par les États membres, n'est même pas fait par les États membres. C'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et par rapport aux projections que l'Union africaine se fait sur l'avenir, notamment l'agenda 2063, on se pose la question de savoir comment cela va être réalisable à partir du moment où on ne peut pas aujourd'hui projeter financièrement sur les 40 années à venir. Donc la question du financement est un problème important sur le continent. Il faut absolument que les pays puissent harmoniser, mutualiser leurs moyens pour asseoir l'autonomie financière. Et le dernier élément, c'est que la situation est d'autant plus inquiétante encore parce que les 5 pays qui supportaient même le poids des charges de l'Union africaine, notamment le Nigeria, l'Algérie, la Libye, l'Afrique du Sud, ces pays aujourd'hui connaissent de sérieux problèmes. À part peut-être l'Algérie qui s'en sort économiquement, les autres pays connaissent des problèmes économiques énormes. En plus des problèmes économiques, des problèmes sécuritaires. Si je prends le cas de la Libye, je prends le cas du Nigeria, cela pose encore plus de problèmes à l'Afrique et au financement des programmes de l'Union africaine. Alors Alfred, est-ce que cette dépendance financière va de pair avec une dépendance politique ? Alors, pas nécessairement, Amira, puisqu'on a vu qu'avec l'émergence de nouveaux partenaires, l'Afrique s'est pratiquement autonomisée vis-à-vis de l'Europe. Il n'y a plus une dépendance politique en tant que telle. La dépendance économique est encore là, puisque nous exportons beaucoup de nos matières premières vers l'Europe. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a la dépendance. Comme nous n'avons pas non plus des industries de transformation sur place, donc il y a une forte dépendance dans ces sens-là. Mais politique, non. Depuis l'émergence de la Chine en tant que puissance au niveau mondial, aujourd'hui l'Afrique peut s'adresser à plusieurs autres partenaires et donc s'autonomiser par rapport à l'Union européenne. Et en Tunisie, la composition initiale du gouvernement du Premier ministre Habib Essid avait été vivement critiquée faute d'ouverture. Il a donc procédé à des changements. Il a annoncé ce lundi la composition de son nouveau cabinet, une large coalition dominée par le vainqueur des dernières élections législatives, le parti Nida Tounes, mais compte aussi des représentants de son rival, le parti islamiste Ennahda. Kekeli Afetouf. Le Premier ministre tunisien Habib Essid a annoncé ce lundi 2 février la composition de son nouveau gouvernement. Une large coalition dominée par le vainqueur des dernières législatives, le parti Nida Tounes, mais comptant également des représentants de son rival islamiste Ennahda.
Nous avons procédé à des changements. Il s'agit d'élargir la composition du gouvernement avec l'entrée d'autres partis. Après une première proposition très critiquée, la crainte d'un échec du vote de confiance à l'Assemblée a nécessité des ajustements. Notons tout de même la non-participation du Front populaire, coalition de gauche. Ce gouvernement ne ressemble pas du tout au gouvernement d'union nationale qui était demandé par certains. Là, c'est un gouvernement à minima où Afek Tounes a eu des ministères, l'UPL a eu des ministères et il y a eu quelques ministères sans importance pour Ennahda. Le programme de travail ne semble pas encore évident. Si les résultats ne viennent pas, si le plan d'action ne vient pas, si les électeurs et les électrices ne sentent pas que la leçon a été bien suivie, bien écoutée, eh bien, ça va être rebelote d'ici quelques mois ou au maximum d'ici quelques années. Ancien responsable gouvernemental sous Ben Ali, mais aussi ministre de l'Intérieur après sa chute, Habib Esside a été désigné le 5 janvier pour constituer ce nouveau gouvernement à la suite d'un accord entre les différents partis politiques au Parlement. Le nouveau gouvernement sera soumis au vote de confiance des députés à l'Assemblée des représentants du peuple mercredi 4 février. Alfred, Nida Tounes, Ennahda, l'UPL et Afek Tounes, que pensez-vous de la composition de ce nouveau gouvernement? Amira, je dirais d'abord que tout effort, toute tentative pour essayer de rassembler le plus possible la classe politique autour d'un projet crédible pour la Tunisie va dans le bon sens. Maintenant, quand je regarde le nombre des ministres, je le trouve quand même assez considérable, 44 si on additionne les ministres de plein droit et puis les secrétaires d'État, ça fait beaucoup, surtout pour un pays qui sort d'une longue période de crise et qui connaît une forte crise économique aussi et sociale. Avec 27 ministres, je pense qu'il ça aurait été possible justement de mettre tout le monde là-dedans autour d'un projet ou des projets assez clairs pour permettre justement le redécollage de la Tunisie, le réamorçage du redressement économique, puisque c'est à cela qu'on va juger ce gouvernement. Qu'à cela ne tienne, ce qui compte au bout du compte, c'est finalement la mise en mouvement du programme pour lequel Béji Caïd Essebsi a été élu président de Tunisie. C'est ça, c'est à cette aune-là qu'on jugera justement la pertinence ou la validité de ce gouvernement. Monsieur Camara, est-ce qu'on peut parler d'un gouvernement d'ouverture? En tout cas, je pense que si Bourguiba, là où il est, voit ce qui se passe, il sera content. Parce qu'on a essayé les islamistes et on a vu ce que ça a donné. Et puis Bourguiba, à mon avis, a été un visionnaire au moment où il le fallait. Vous savez que c'est Bourguiba qui a dit qu'il fallait que les femmes tunisiennes votent. C'est Bourguiba qui a dit, ici, nous allons faire avec la culture que nous avons, mais en même temps, la culture occidentale. Il a été un visionnaire. Et puis, Ben Ali est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'était un militaire qui n'avait pas cette formation politique. Et puis finalement, avec sa famille, ils se sont enrichis illicitement. Ils ont pris presque le pays en otage. Et puis, il a été chassé. Le monsieur qui arrive, qui a maintenant près de 88 ans, c'est très bien. C'est quelqu'un qui a ce que j'appelle un bon parcours, et c'est quelqu'un qui connaît le passé, à mon avis, tunisien, et maintenant il connaît aussi le présent tunisien. De ce point de vue, il ne peut pas faire ce que j'appelle d'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur. Je considère qu'il a fait de son mieux. Il y avait eu une première composition du gouvernement qui avait été naturellement dénoncée. Il y a maintenant ce que j'appelle la deuxième composition. Je pense qu'avec ce nouveau gouvernement, bien sûr qu'il va falloir diminuer le nombre de ministres, mais je pense que c'est un gouvernement d'ouverture quand même, et qu'il faut saluer et encourager. La Tunisie a besoin de fait. Les islamistes sont aux aguets, ils peuvent à tout moment surgir. C'est le moment de consolider l'unité nationale par un gouvernement d'ouverture. Merci Monsieur Camara, ce sera le mot de la fin pour cette première partie puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour le dossier du jour. À tout de suite.